Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à votre rendez-vous culturel et intellectuel, le Point littéraire, en ce début du mois de mars consacré à la célébration de la femme. Nous avons l'immense honneur de recevoir deux voix puissantes, deux plumes engagées qui portent chacune un message de résilience, de justice et d'amour pour leur pays et pour les femmes. D'un côté, Awondo Calixte-Nga, avec son ouvrage « Ma passion, mon pays », nous entraîne dans un récit vibrant où l'identité, la mémoire et la solidarité se conjuguent pour bâtir un avenir meilleur. Son parcours marqué par des luttes et des victoires est une ode à la force des femmes et à leur rôle dans la transformation sociale. De l'autre, Juliette Dorian Nga Bidio, qui signe « Je me désabonne », un essai percutant sur les violences psychologiques faites aux femmes et leurs conséquences sur la société à travers une écriture lucide et courageuse. Elle nous invite à rompre avec les chaînes invisibles, à se libérer des abonnements toxiques pour retrouver équilibre et dignité. Aujourd'hui, ces deux auteurs se rencontrent sur notre plateau pour partager leur expérience, leurs réflexions et leurs passions pour un monde plus juste et inclusif. Ensemble, elles incarnent la voix des femmes qui refusent le silence et choisissent la parole comme arme de transformation. Restez avec nous car le Point littéraire nous promet une conversation inspirante, éclairante et même profondément humaine. Alors, ouvrons le premier livre, Ma passion, mon pays. C'est Awondo Calixte-Nga qui est avec nous. Je devrais ajouter épouse Bernède. Bon après-midi, bienvenue, chère dame. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. C'est un plaisir de vous accueillir alors qu'il y a quelques semaines seulement, vous présentiez aux yeux du monde votre livre « Ma passion, mon pays ». Le livre est désormais disponible un peu partout. Quel est le souvenir direct qu'on garde de cette cérémonie de dédicace au Musée national de Yaoundé ? Tout d'abord, si vous permettez, j'aimerais parler déjà de l'audience que nous avons eue avec Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Monsieur Ismaël Bidounkouat, oui, qui nous a reçus à la salle de convivialité avec tout son staff. Et je ne m'y attendais pas. C'était vraiment pour moi une grande surprise, un grand honneur. Donc je tiens à le souligner ici. Oui. Sinon, qu'est-ce que ça me laisse comme souvenir ? Que du bonheur. Que du bonheur d'aller à la rencontre des autres, des lecteurs, et aussi de mes invités, de ma famille, de mes amis, de tous ceux que j'avais invités qui sont venus me soutenir. Donc j'étais heureuse parce que je me sentais entourée, comprise, et puis surtout c'était l'aboutissement d'un projet. Oui. Hein? Donc quand on arrive à réaliser quelque chose d'aussi beau et d'aussi époustouflant, on ne peut être que comblé. Vous avez présenté une bibliographie pour un Camerounais, pour une Camerounaise, c'est plutôt assez singulier. Parce qu'il y a des parcours qui sont jonchés de beaucoup de vides, pas toujours évocables en public. Parler de votre vie, est-ce que c'était un exercice de courage ou alors une nécessité de rendre la vérité, toute la vérité sur votre parcours à vous ? En ce qui me concerne, je n'ai pas jusqu'à présent, à presque 60 ans, je n'ai pas de problème avec mon parcours. J'ai toujours été, je suis née à l'étranger, je suis venue ici, je suis repartie à l'étranger. J'ai toujours en fait fait en sorte d'honorer mon père et ma mère. C'est le 4e commandement pour avoir une longue vie sur cette terre. Oui. Il faut dire que vous êtes une Camerounaise, vous êtes née au Gabon précisément, dans des circonstances assez particulières. Très vite, vous avez été accompagnée par les femmes, car votre père, sur le pont, a crié très vite qu'il fallait que les Camerounaises du Gabon se mobilisent. Ça a été chose faite. Et d'ailleurs, dans le livre, vous nous faites savoir que vous avez reçu des cadeaux, des présents dès votre arrivée. Oui, oui. Je suis née
par hasard sur un pont de Noubankélé au Gabon. Et il se trouve que à côté de ce pont, il y a un marché, le marché de Noubankélé à l'époque. Et donc mon père passait par hasard sur ce pont. Il a vu son épouse et s'est arrêté. Ma mère étant enceinte de moi, elle commençait déjà à perdre tout. Et mon père, curieux, il a voulu aller regarder ce qui se passait. Fouf, il a reçu ma poche d'eau sur la figure. Je vois très vite, il s'est ressaisi. Oui, très Il vite. fallait appeler de l'aide. Oui, il s'est mis demander à crier est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes camerounaises ici? Mon enfant va mourir. Et toutes les Bayam, parce qu'elles sont très solidaires, elles sont arrivées fort, elles ont entouré ma mère de leur cabas et tout. Et c'est ainsi que je suis venue au monde. Et c'est mon père qui a coupé mon cordon ombilical. Lui-même. Lui-même. C'est un acte courageux. Ah oui, très courageux. Il a bien coupé parce que j'ai pas. Non, c'est bien. Je peux mettre. C'est très joli. Oui. Je dis merci papa. Et sinon, après, bon bah, comme par hasard, pendant que je venais au monde, et c'était en 67, il y a donc le cortège funèbre de Léon Bas qui passait. Et il y a une Mercedes noire qui s'est arrêtée. Et là, j'ai été prise. On a laissé ma mère et mon père. Et c'est une tante à moi qui était là, qui m'a emmenée dans cette Mercedes. Oui. Un cadeau. Le paradoxe de la vie. Oui. Une vie qui arrive, Oui. une qui s'en va. Oui, tout à fait. C'est Et comme déjà, ça. vous avez reçu des cadeaux. Vous étiez également un cadeau pour vos parents. Ah bah oui, je crois, d'autant plus que je suis leur dernier marché. Donc, je suis née à côté d'un marché. Donc, vous imaginez, toutes les femmes, sont venues avec quelque chose. Celles qui vendaient les baignoires, elles ont offert un baignoire. Les serviettes, elles ont offert des serviettes. Enfin, tout le monde a donné quelque chose. C'est comme ça. C'est comme quand vous naissez dans un avion, vous avez le passeport des pays qui sont autour. Ben, moi, c'était sur un marché, les Bayam Selam. Et du marché où il y a toute la richesse et toute la pauvreté, entre guillemets, je suis montée dans une voiture de Mercedes. Une Mercedes. Et ma tante qui m'a amenée, comme j'avais donc le sang partout, son cabas a été foutu. Jusqu'à sa mort, j'ai dû toujours payer ce cabas. Dès qu'elle me voyait, elle me dit « Hey, mon cabas !» Une dette qui ne s'achève jamais. Jamais. Alors, votre parcours vous amène finalement au Cameroun. Vous revenez après plusieurs années. Mais sauf que vous ne restez pas pour très longtemps, car plus tard, après notamment plusieurs réaménagements au niveau du gouvernement, votre père est appelé à aller en France. Il y a quand même quelques conseils qui nous intéressent, c'est que vous avez toujours fait corps avec votre espace, votre culture à vous. L'attachement aujourd'hui est nécessairement encore plus fort parce que quand vous revenez de la France, vous décidez de vous imprégner de la culture. Et vous aimez bien à dire que vous êtes une fille Vormbi. Oui. Votre attachement à votre culture. Oui, à ma terre, à mon village, à mes ancêtres, à mes coutumes, à mon sang. Donc oui, je suis fière d'être Vormbi, une fille d'Angola, dans Yaoundé Ngousso. Le vrai nom d'Ngousso, c'est Sonankia. C'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais petite. Ngousso, c'est là, récemment. Et tout ça, oui. Parce que j'ai vécu tellement à l'étranger, je sais le prix d'une terre, je sais le prix d'une appartenance, je sais le prix d'une famille. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous n'êtes jamais chez vous. On vous fait bien comprendre que vous n'êtes pas chez vous. Et quand je suis ici, quand on m'appelle avec mon petit nom Ayolo, je suis tellement contente. Et vous vous sentez chez vous? Complètement chez moi. Vous avez porté également quelques plaidoyers, la réalité est qu'à un moment donné, pour installer le stade Omnisport par exemple, il y a plusieurs de vos terres qui ont été, pris. Des terres emportées finalement, plus tard vous avez eu du mal à vous réinstaller, vous avez été amené partout un peu. Alors dites-nous un peu, quel est aujourd'hui l'état des lieux en ce qui concerne vos terres à vous? Oh mon Dieu. Comme je n'ai pas un grand nom, que je ne suis pas milliardaire, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes terrains parce que je suis en pleine capitale, en bordure de route. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de requins autour de mes terres. Oui. Aujourd'hui, nous avons perdu le stade. C'était pas moi, c'était les Aimambor qui étaient au niveau du stade. Mais on les a relogés chez nous, chez les Vormbi. On nous a réquisitionné des terrains dans les années 70, tout ça. Et après, nous, on a eu droit au cimetière. Quand ma maman s'est mariée, toutes nos maisons étaient du côté du cimetière. C'est les champs qui étaient là où nous sommes aujourd'hui, dans les années 63. Et donc, le premier maire de Yaoundé, feu paix à son âme, André Fouda, a donc réquisitionné nos terres pour en faire un cimetière.
Aujourd'hui, ce n'est plus tellement un cimetière. Hein. L'objet premier est complètement mis de côté parce que moi, je vois plein de constructions et on n'a jamais été dédommagé pour ce terrain. J'ai le décret qui est sorti en 72 ou 71, je ne sais plus, mais j'ai le décret à la maison. Il ne nous a jamais dédommagé. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est plus de 5 hectares de terrain. Alors qu'il y en a qui construisent des maisons, je ne sais pas qui leur vend ces terres. C'est ma question. Mais à côté de ça, où je suis aujourd'hui, il y a un grand immeuble Matrix qui est là. On n'a jamais rien touché comme argent. Je ne sais pas qui leur a vendu le terrain. Ça fait plus de 40 ans que je suis en procès avec eux. Là, nous sommes au niveau de la cour d'appel. Donc, comme c'est encore latent, je ne peux pas en parler. Oui. De toutes les façons, c'est une affaire en justice dont on n'en parle pas beaucoup, mais le livre revient quand même sur les origines et les racines. Vous êtes allé en Europe et il y a quand même une phrase qui m'intéresse. Il y avait votre enseignante qui vous a dit « Faites attention avec ces blancs quand vous allez là-bas. » Est-ce que c'était justifié, cette mise en garde? Ça se passe finalement bien là-bas. On a l'impression que votre mère réussit à s'intégrer. Elle commence à exercer dans un centre de santé. De l'autre côté, c'est pas exactement le nom. Mais elle réussit à s'intégrer. Oui, ma mère est arrivée là-bas à l'âge de 27 ans. Oui. Elle était très jeune. Donc, elle a réussi à s'intégrer. Elle a travaillé comme aide-soignante à la fondation Rothschild. Donc, c'est une des grandes fondations de Paris. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est ophtalmologie, les yeux. Ils sont en face d'un grand parc du 19e arrondissement. C'est très agréable, c'est très joli. Moi, je me suis aussi intégrée, puisque je peux le dire, j'ai épousé mon mari qui est français. Hein. Donc, ma belle famille m'appelle sa fille, mon beau-père. Moi, je l'adore comme il m'adore. Donc, moi, j'ai pas de problème. Vous êtes épouse Bernède. Hein? Oui. Il faut avouer quand même que c'est une belle histoire d'amour qui se profile. Vous avez pris le temps de faire vos études. C'est à l'université que vous rencontrez cet homme qui vous, très vite, arrive à vous séduire et prendra votre main. Oui, complètement. Ouais. Pas seulement la main. Hein. Le cœur et tout. Et tout le reste. Et tout le reste. Oui. Oui. Alors aujourd'hui, lorsqu'on a fait la France et qu'on est revenu au Cameroun, on vous a vu, vous êtes engagé sur plusieurs plans, sur le plan humanitaire à travers une fondation que vous avez créée. Vous avez abrité ou accueilli quand même beaucoup qui s'en souviennent, hein, ceux qui ne sont pas très jeunes, se rendent compte que chaque fois qu'ils allaient en face notamment du cimetière de Ngousso, il y avait cette fondation qui accueillait les personnes, les enfants abandonnés. C'était vraiment un foyer où on recevait. Pourquoi aujourd'hui le projet, du moins, comment est-ce que le projet est né et à quel niveau il se trouve? Est-il définitivement mort? Définitivement mort, on ne peut jamais dire, hein. Mais le projet est né parce que je suis venue ici un jour en visite voir ma maman et je me promenais en ville du côté de Calafatas et j'ai vu tous ces jeunes garçons qui mangeaient dans les poubelles, qui dormaient sur des cartons. Moi, j'ai été saisie. Je ne comprenais pas que ça se passe en Afrique parce que les jeunes de la rue, c'était à Manille, hein, en Asie, c'était pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, on sait qu'un enfant n'est pas l'enfant de soi, c'est l'enfant du village. Donc, c'est pas possible qu'un village laisse un enfant venir dormir en route. J'étais, moi, choquée, vraiment, estomaquée. Je comprenais pas, il y a quelque chose qui ne s'était pas bien passé là. Et donc après, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée aux affaires sociales. Là, j'ai rencontré Madame Marie-Madeleine Fouda qui a dit qu'elle avait Etouguébé, etc., si je pouvais l'aider et tout. Donc, on a fait d'abord cette action et ensuite, j'ai construit une petite maison pour eux chez moi, là, en Rousseau. Oui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait toujours à manger. Toujours à manger, parce que moi, j'étais un peu comme j'avais lu Victor Hugo, comment on appelle ça déjà, où tu reçois tout le monde. Des restos du cœur, aujourd'hui, un concept. Oui, j'avais un resto, donc les personnes âgées venaient, les personnes ayant des déficiences intellectuelles venaient, évidemment les enfants qui vivaient dans la rue, parce que je ne pouvais pas accueillir tout le monde, ils venaient aussi manger, se laver, avoir des soins, parce que j'avais aussi une infirmerie. Oui. Donc tout cela était, oui, donc tout cela était là pour toutes ces personnes qui voulaient un petit peu de chaleur. Tous les matins, je commençais par un petit déjeuner avec les personnes qu'on dit folles. Oui.
On était là. Vous avez élevé quand même vos enfants dans cet environnement-là. Ah oui, mes 2 enfants. Un environnement de générosité. Et d'ailleurs, votre fils est aujourd'hui un international, footballeur, très connu d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est très connu. Mais... Oui, il est très connu. Moi, j'étais très surpris de savoir que c'était votre fils à vous. Hein. Ah bon? Ah oui, très surpris. Je pense, je me trompais, mais il joue au championnat, la Liga espagnole. Je peux me tromper. Il voudrait aller à la Liga. Il voudrait aller à la Liga. Oui, mais pour l'instant, il est à Série A. Oui, en Série A en Italie, effectivement. Donc, oui, bon, il a grandi avec tous ses enfants et il n'a pas eu un meilleur entraînement que la Fondation Bernette. Oui. Parce que tous les enfants que je recevais, ils étaient tous fous de foot. Et mon fils se levait, il avait toujours quelqu'un avec qui jouer au ballon. Et ça, du matin au soir, c'était incroyable. Oui. Donc, il a eu une formation plus que de militaire. D'ailleurs, ce jeune homme est un de mes enfants qui s'occupe de moi. Et d'ailleurs, votre livre recense quand même beaucoup de profils d'hommes et de femmes qui sont sortis de la Fondation aujourd'hui, font la fierté sur le plan professionnel. Oui, j'ai cité quelques-uns, dont un qui était là avec moi, qui connaît bien votre maison, qui m'a accompagné aussi parce qu'il est... Dans le son, dans les radios, dans les installations de télévision. Il est ingénieur informaticien, non? Et là, il se lance aussi dans la construction parce que c'est lui qui m'a construit ma belle maison que vous connaissez. C'est ce garçon-là. Oui, très joli, hein, de toutes les façons. Alors, vous êtes une Camerounaise de la diaspora. Vous êtes venue au Cameroun. Oui. Vous vous êtes senti investi tout de même par le devoir humanitaire. Vous avez essayé de travailler dans plusieurs secteurs. Alors, ce que je retiens également sur vous, c'est que vous avez touché un peu à tout. Des coopératives, notamment dans le secteur des Bayam Salam. Il fallait accompagner les Bayam Salam. Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on s'approche de ces femmes-là qui, au quotidien, nous apportent à manger, qui nous apportent nécessairement la vie à travers ces éléments qu'elles vendent au quotidien dans les marchés? Vous vous souvenez que je suis née et que c'est elles qui m'ont accueillie, non? J'ai un lien spécial avec les Bayam Salam. Et ça s'est encore vérifié là, parce que celles qui me connaissent, même leur présidente aujourd'hui, Marie Bilor, on s'est connus à l'époque. J'avais fait la COFEC, une coopérative pour les femmes, avec le GFAC de Madame Foning, parce qu'il fallait donner 50 millions les femmes d'affaires, 50 millions les Bayam Salam. Et donc les Bayam Salam, en un mois, elles ont donné leur argent. Oui. Et c'est comme ça que l'aventure avait commencé. Malheureusement, vous savez, nous sommes au Cameroun et c'est ce que je déplore parfois. C'est que quand une chose est bonne, ceux qui sont en poste ne voient que leur poste et ils font tout pour détruire la chose. Donc c'est ce que j'ai connu. Voilà pourquoi cette coopérative s'est arrêtée, parce que j'avais touché. Voilà. On marque un break et on revient. Pause. Pour des déplacements en toute sécurité avec le soutien de MTN, le ministère des Transports vous recommande de voyager à bord des bus équipés des caméras Iman Driver. Pour plus d'infos, appelez le 80 98. Merci d'écouter la radio, c'est Royal FM, c'est le point littéraire. Nous avons l'invité de la première heure, Awondo Calixtanga. Ma passion, mon pays, c'est le titre de son livre. Et tout de suite, lorsqu'on regarde la première des couvertures, on voit bien que vous avez la tenue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce à dire que vous, de la diaspora, vous êtes engagé politiquement? Dites-nous, surtout qu'il y a les municipales et législatives qui arrivent. Est-ce qu'il s'agit de faire écouter votre voix pour dire que très bientôt, peut-être il va falloir me choisir moi? Oh, je n'ai pas cette prétention. Sinon, si vous avez parcouru mon livre, vous savez que mon père a été à un moment en contact avec le grand camarade. Oui, je sais qu'il a conduit le grand camarade. Il aurait pu dire au grand camarade un certain nombre de choses quand même, mais bon, ça va. Non, c'est que mon père a été à un moment en contact avec le grand camarade qui est décédé. Mon père est décédé le 10 juillet 82. Oui. Et le grand camarade prenait son poste le 6 novembre 82. Voyez, c'est pour ça que, en mémoire de mon père et pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, je ne peux être que
Et ma mère même, qui était morguière, la première femme morguière du Cameroun, à l'hôpital central, c'était ma maman. Et elle, c'était une RDP6 de la première heure. Oui. D'accord ? Donc, c'est une histoire de famille. Et donc, vous avez plusieurs personnages qui vous ont marqué. Vous avez commencé à citer votre mère, à vous. Il y a d'autres visages comme Françoise Ophoning, une femme très dynamique dans le milieu des affaires. Et d'ailleurs, vous également, vous avez été à ses côtés pour poursuivre en quelque sorte le travail. Finalement, quelle est l'image, sinon le souvenir qu'on garde, celui immédiat qu'on garde de Françoise Ophoning? Son dynamisme, sa créativité, son sens de la stratégie, Oui. c'est tout cela que je garde comme image de ma mère, Françoise Ophoning. Parce que grâce à elle, j'ai pratiquement fait le tour du monde avec son association mondiale, les femmes chefs d'entreprise mondiale, dont elle était présidente pendant un certain nombre d'années. Et qui m'a permis de faire pas mal de voyages, j'ai rencontré pas mal de personnes, que ça soit en Afrique, au Bénin, au symposium sur la microfinance, que ça soit en Belgique, que ça soit en Égypte, que ça soit en Chine, que ça soit... J'en passe. En Israël. Oui. Il y a eu beaucoup de pays, beaucoup de parcours, beaucoup de rencontres, Oui. de réflexions. Oui, complètement. Il y a eu également d'autres visages quand même qui vous ont marqué. Oui, je ne peux pas oublier, puisque nous sommes là, vous dites que je fais la politique, mais la première dame, elle m'a quand même inspirée dans Son côté humanitaire. son côté humanitaire, bien sûr. Voilà. Donc, et ça, j'en parle aussi, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu, bien évidemment. Le livre nous permet également de remarquer que vous avez fait le tour quand même du Cameroun. Vous êtes allé dans l'Ouest, vous êtes allé... Est-ce qu'il est nécessaire de dire aux gens, découvrez votre pays, c'est important, il y a beaucoup de richesses? C'est énorme. Les Camerounais ne pensent qu'à voyager à l'extérieur. Ils ne voyagent même pas dans leur propre pays. Il y a tellement de richesses, tellement de choses à découvrir. Ce magnifique pays qu'on appelle le continent. Pourquoi le continent? Parce qu'il y a tous les reliefs. Oui. On a la montagne au sud-ouest, à Boya. On a la montagne, on a les montagnes de l'ouest, tout complètement, tout l'ouest. Oui. Et il y a le désert au nord. Moi, je suis allée jusqu'à Koussiri, c'était formidable. Oui. Avec ces femmes qui font la pêche là, sur le lac du Tchad. Oui. Beaucoup de découvertes en tout cas à lire dans le livre. À côté, il y a aussi le fait que vous appelez la diaspora camerounaise à revenir. Vous présentez le Cameroun d'ailleurs comme un pays des opportunités. Vous parlez de la fiscalité qui va permettre de voir un peu plus clair sur les avoirs et parfois permettre que les uns ne payent pas plus cher ou cher que les autres. Oui, parce que j'ai eu la grâce de faire partie de la réforme fiscale camerounaise 2017, je crois. Donc ça m'a appris beaucoup sur notre pays, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, je me porte garante de la justice fiscale, sociale, économique pour les Camerounais qui vivent à l'étranger. Moi, j'appelle la diaspora, les Camerounais. À revenir au Cameroun. À revenir ou bien à participer à l'émergence du Cameroun. Oui, même à distance. Même à distance, bien sûr. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être sur place, mais simplement avoir donc des outils qui rassurent, qui font que les personnes adhèrent en toute confiance, etc. Et c'est là-dessus que je suis aujourd'hui. Vous parlez même des accords de partenariat économique, autant d'opportunités, que ce soit les sujets même les plus sérieux. Votre parcours vous a permis d'aller notamment dans le monde des politiques en France. Oui. Vous citez des noms, des visages très connus quand même de la place publique en France. Oui. Ça veut dire que vous avez quand même flirté avec le milieu politique. Oui, parce que mon mari avait pour ami d'enfance Monsieur François Barouin. Donc je suis rentrée par là en 2014 avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Et après, comme c'est de droite, donc avec l'UMP de l'époque, ils ont créé une association, le CNDP pour la diversité, qui était gérée, présidée par Monsieur Olivier Stirn, qui est malheureusement décédé l'année dernière. Qui a fait pratiquement tous les gouvernements depuis Charles de Gaulle jusqu'à Macron, voilà. Vous êtes, on va le dire, vous êtes témoin privilégié quand même de l'histoire, que ce soit l'histoire politique du Cameroun, que ce soit même en France. Vous avez connu, et vous le dites d'ailleurs, un seul président, du moins de très près, le président Paul Biya. Enfin, j'étais jeune, c'est mon père qui l'a côtoyé. C'est mon père qui l'a côtoyé, pas moi. Mais j'ai pu, peut-être, mon père a eu des avancements déjà à l'époque grâce à lui. Donc j'ai eu une meilleure vie grâce à lui. Oui. Vous êtes au Cameroun, vous avez ce livre, mais vous avez également un projet pour le Cameroun. Vous avez un projet notamment à travers, non seulement aujourd'hui,
rappeler les Camerounais de la diaspora qui sont partis, mais également et vous établir peut-être ici et transformer autour de vous ce qui peut être transformé. En fait, ça a toujours été ça, mon objectif, c'est-à-dire ce que j'aime le partager avec les autres. Aujourd'hui, je pense que si le Cameroun veut vraiment atteindre l'émergence, il y a la troisième voie, et la troisième voie, c'est la diaspora. Donc moi, je suis convaincue de ça. Et pour qu'elle revienne, mais la diaspora, comme je l'appelle, positive, celle qui œuvre déjà pour le Cameroun, avec tous ces milliards qu'elle envoie chaque année, le franc CFA. Donc, mieux que ça soit sur le plan micro, c'est les familles, les aides qu'on reçoit. Maintenant, il faut que ça soit au niveau macro, qu'on fasse des projets conséquents. Et comme ça, on aura peut-être une autre image de la diaspora. Pas celle qui casse seulement les ambassades ou qui va... Celle qui est très en colère. Celle qui est très en colère, oui. Et les Camerounais qui continuent à partir, à eux, on dira quoi? Ne partez pas. Parce que le ministre de l'enseignement secondaire, récemment, recherchait encore près de 3000 enseignants. Un peu avant, il y avait plus. On dit quoi à ceux qui partent ou qui sont prêts à partir? On dit quoi à ceux qui partent et qui sont prêts à partir? Moi, je leur dis, comme je disais, un enfant a droit à une chance, voire deux, pourquoi pas trois. Et s'il faut même quatre. Il faut toujours laisser la chance. Il faut toujours croire en ses potentialités, bien sûr, mais surtout aussi à son pays, à ses racines, à ses ancêtres. Si tout le monde part, qui va donc s'occuper de notre pays? Qui va faire qu'on émerge? Qui va faire que? Et surtout, c'est quand même pas les derniers qui partent, c'est les premiers de cordée, comme diraient certains. Vous voyez. Ceux qui ont les moyens de partir. Et vous voyez la perte que ça fait. Ceux qui ont même la matière grise, en fait. Surtout ceux-là, puisque c'est les professeurs, les médecins, etc., qui partent. C'est pas le pousseur de Mokolo. Non, il n'a pas l'argent pour... Voilà, il n'a pas l'argent pour partir. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je crois que l'essentiel est dit dans le livre. Et il est bon que chaque Camerounais puisse lire le parcours d'une femme au grand cœur, d'une femme d'affaires, d'une femme qui pense et qui a des idées. Peut-être pour les jeunes femmes qui sont en ce moment à nous écouter, pour être une femme, entre guillemets, forte et indépendante, quels sont les outils qu'il faut avoir pour avancer? En tout cas, en ce qui me concerne, il faut avoir des principes de vie et connaître son prix, c'est-à-dire se donner de la valeur, ne pas succomber à toutes les tentations, à toutes les propositions, avoir une éthique, c'est-à-dire des principes de vie. Moi, je suis très spéciale. Vous me voyez comme ça, je rigole beaucoup, mais non, c'est-à-dire que quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. Oui. Et je préserve surtout mon intégrité physique. Vous n'écoutez pas les bruits de fond. Ça me fait tout de suite penser au livre que nous nous apprêtons à ouvrir dans un instant très court. Awondo Calix Tanga, épouse Bennett, merci d'être passé à la radio. Merci de m'avoir reçu. Le Point littéraire, une émission